Christian Daudel, bonjour. On va encore passer dans un pays très vaste et assez peu peuplé, la Mongolie. Alors, on va commencer comme d'habitude par la situation géographique de cette république. Mais la Mongolie se trouve, je dirais, au centre euh, de l'Asie, entre la Russie au nord et la Chine Mais au vraiment sud. stratégique, hein. C'est un emplacement central Mm. qui est souvent très fantasmé par les Occidentaux et les Européens, parce que la Mongolie, c'est l'idée qu'on a des Mongols et de l'Empire mongol. Mm. Euh, Au XIIe et XIIIe siècle, c'est l'idée là aussi des grands espaces et des yourtes avec le domaine des chevaux et des chameaux. Mm. Et d'ailleurs, dans des cartes coréennes du XVe siècle, la Mongolie était désignée comme étant le pays des chevaux et des chameaux. Donc un pays très vaste, 1,5 million de kilomètres carrés, Oui. donc 3 fois la France pour une échelle compréhensible, 3 millions d'habitants. J'ai vu une densité extrêmement faible, 2 habitants au Oui, kilomètre 2 carré. habitants, c'est la plus Ouais, faible ouais, ouais. sur l'ensemble Mm. d'un État. Ouais, ouais. C'est la densité la plus faible, 2 habitants au kilomètre carré, avec beaucoup d'espace pratiqué par des nomades. Donc, Ouais, par en plus, définition, oui, oui. ces civilisations sont très peu denses. Et puis, quelques villes, dont la capitale Oulan-Bator. Alors, lorsqu'on regarde les documents du Quai d'Orsay, notamment pour ceux qui ont envie de voyager dans ce type de pays, il est présenté, c'est pas toujours le cas, parfois il y a des conseils, des précautions qui sont à prendre, comme une démocratie parlementaire. Est-ce que vous confirmez cette qualification du ministère français Tout à des fait. Affaires C'est, étrangères? je dirais, c'est la meilleure image démocratique possible D'accord, d'accord. en Asie centrale. Mhm. Effectivement, c'est un pays qui aujourd'hui euh, a 3 grands axes dans sa politique nationale et internationale. Un, sa lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. 2, le renforcement de la démocratie et des élections Mhm, libres. mhm, Et 3, un positionnement international où ce pays, très intelligemment, essaye d'être bien avec ses voisins de mhm, proximité, mhm. qui sont la Russie et la Chine, et qui n'ont pas toujours été des voisins faciles, parce que chacun à leur tour, ils ont été dans des logiques de mainmise Mhm. sur les territoires mongols, et puis également des accords internationaux très importants à d'autres échelles, comme l'échelle de l'ONU bien sûr, du FMI et différentes organisations internationales, de la Banque mondiale, Mhm. qui fait que ce pays a toutes les caractéristiques d'un fonctionnement qui veut s'inscrire dans des logiques démocratiques à l'occidental. Mais vous me direz que, vu l'ampleur du territoire et vu la faiblesse de sa population, on peut considérer que dans la région, c'est quand même un phénomène mineur, mais Mhm, quand même mhm, à remarquer, mhm. parce que c'est le seul qui a ces caractéristiques par ailleurs dans la région. Est-ce qu'on peut établir une relation avec le fait que 96% de la population pratique la religion bouddhiste? Oui, il y a une dimension religieuse, effectivement, et puis un ancrage quant à la langue sur les langues altaïques. Et Ouais. effectivement, c'est un pays qui a réussi à conserver des racines propres à lui-même dans le domaine de sa langue et dans le domaine de sa religion. Mm. Ce qui fait que ce pays n'est pas d'allégeance orthodoxe et n'est pas non plus d'allégeance musulmane. 4% Euh, seulement de musulmans. voilà, Ouais. bien sûr, dans ces pays, il y a toujours Mm. de très grandes Bien sûr, diversités, bien sûr. mais c'est un pays qui est à l'écart de ces grandes religions qui souvent ont été des grandes religions de colonisation, que ce soit l'orthodoxie ou que ce soit l'islam, Mm. et qu'il a réussi à se dégager une originalité qui l'enracine dans sa langue altaïque et dans son euh, alors sa caractéristique Religieuse, religieuse. oui. Voilà. Alors, on l'avait vu déjà dans la situation géographique, proche de la Russie, de la Chine, mais le pays a aussi, on va les passer un petit peu en revue très rapidement, des bonnes relations avec le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Alors,
avec la Russie et la Chine sont les deux grands voisins. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, géographiquement, il est impossible de ne pas s'entendre avec eux, ou alors on est colonisé. Hein. Bien sûr, avec une exploitation très intelligente des logiques de la mondialisation. Parce que de par sa position, ce territoire est au cœur de la mondialisation et de la mise en place des routes de la soie chinoises. Oui. Et la Mongolie a toujours essayé de faciliter le passage de ce qu'on appelle les routes de la soie, qui sont des routes de pénétration économique. Il vaut mieux le dire comme ça, hein, c'est quand même plus réel, de la part de la Chine. Et donc, la Chine est satisfaite que ce vaste territoire ne lui crée aucun empêchement la mise en place de son réseau, dont je vous rappelle qui est toujours One Belt, One Land, One World, une région, un territoire, une région, une route. Donc, la Mongolie tire bien son jeu de cette situation et exploite bien une situation qui aurait pu lui être néfaste et qui lui a été néfaste dans l'histoire, mais elle a quand même bien su y résister. Et aujourd'hui, elle a une insertion très intelligente dans la mondialisation, en articulant et à la fois son propre territoire à elle-même, mais aussi ses voisins, la Russie et la Chine, et au-delà, les autres horizons, jusqu'à la Chine d'un côté et la Corée du Sud, les États-Unis par ailleurs, et aussi l'Union européenne. Et ce pays s'est appliqué aussi à vouloir compter sur la scène internationale et dans la logique de la diplomatie, puisqu'ils ont mis en place, le gouvernement d'Oulan-Bator a mis en place ce qu'on appelle les dialogues d'Oulan-Bator, qui sont une espèce de rencontre comme nous, on peut avoir le forum de Davos sur le plan économique. Eux, ils ont mis au point une formule de rencontre internationale qui soit dans la logique d'approfondissement de la paix entre les États et du vivre ensemble. Donc c'est une stratégie qui est tout à fait intelligente et qui lui bénéficie. Et de ce fait, elle est attaquable par personne maintenant, pas par la Chine parce qu'elle la laisse passer, pas par la Russie parce que la Mongolie a toujours été en dehors de la logique soviétique. Et avec les caractéristiques qui plaisent aux Occidentaux, à savoir la logique démocratique. Alors beaucoup de richesses naturelles et notamment de charbon. Est-ce que évidemment c'est pas contradictoire avec leur esprit plutôt moderne en matière de climatologie? Oui, mais il faut pas accabler ces pauvres Mongols parce que même s'ils ont effectivement du charbon et qu'ils le brûlent, ce sont pas des quantités considérables qui interviennent beaucoup dans la pollution de la planète. Bon, les Chinois à côté sont bien plus performants dans ce domaine. Donc beaucoup de ressources naturelles là aussi, avec du tungstène, du molybdène et d'autres métaux rares et des terres rares. Et ce sont des pays, c'est un pays qui doit sans doute maîtriser l'exploitation de son sous-sol parce que c'est par là qu'il risquerait d'y avoir emprise des autres et des voisins notamment. Bien sûr. Sachant que la Chine, elle est prête à donner tout l'argent que la Mongolie accepterait pour laisser exploiter ses ressources. Mais vous savez très bien l'adage qui paye commande. Donc il faut que la Moldavie réussisse à se mettre à l'abri d'une inversion de ces rapports de force qui la mettrait dans une certaine aliénation. Mais vu sa petitesse démographique et son immensité géographique, eh bien, c'est un cocktail d'États qui fonctionne bien et qui se prête à ce qu'il puisse y avoir des développements démocratiques pour l'avenir. Et donc diplomatiques. Et d'une certaine manière, elle se remet au centre, elle y est déjà géographiquement, et elle se remet au centre dans le grand continent eurasiatique d'une certaine manière. Parce que c'est le pays qu'on n'attendait pas, puisqu'on l'a toujours représenté par les yourtes et les nomades et les chameaux, et ces nomades, mais c'est un pays qui aujourd'hui est dans une position géographique et donc géopolitique très intéressante. Alors pour conclure, pays qui a une spécificité, on l'a vu sur le plan religieux,
n'y a pas beaucoup de pays qui sont bouddhistes dans l'environnement. Est-ce que sur le plan linguistique, il y a aussi cette spécificité? Ben, dans la région, il y a toujours une grande diversité de langues et tout De petits dialecte. groupes et de dialectes en tout petit pourcentage. Mais là aussi, n'oublions jamais que nous sommes sur une très petite quantité de population. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas très diverse, cette population, mais proportion gardée, elle n'intervient pas à peser sur les destins du pays, sachant que comme ce pays a une logique topographique assez compliquée, eh bien, tout est assez parsemé, disséminé. Évidemment, pour l'ethnologue, ça peut présenter un intérêt, mais ça n'intervient pas forcément dans la logique du pays, surtout que le pays n'a pas choisi d'imposer son autorité sous cet angle-là, et qu'il le place habilement sur le plan économique et sur le plan de l'aménagement du territoire, toute proportion gardée, parce qu'on est dans un pays éminemment à logique nomade, et puis toujours cette orientation vers des développements diplomatiques tout à fait intéressants. Si je vous faisais une comparaison, elle est peut-être un peu osée, si je puis dire, mais si on avait à faire cette comparaison, eh bien la Mongolie, d'une certaine manière, joue un rôle de Suisse dans cette région d'Asie centrale. Alors on va quitter la Mongolie, on va faire nos valises pour se rendre dans le Xinjiang pour notre prochaine émission Cartes en tête.